Donald Trump de retour à la Maison Blanche. C'est comme ça que j'ai intitulé cet article. Et donc, hier nuit, à 2 heures du matin, j'ai suivi, en tout cas, 2 heures du matin, 3 heures du matin, heure de New York, j'ai suivi Donald Trump qui est venu faire sa première allocution en tant que président. Et tout ce que je vous dis là, ce sont mes propres impressions et mes analyses. Et ce que j'ai ressenti, c'est que dans son équipe de campagne, c'est sa famille proche et ses proches qui étaient autour de lui. Et je crois le vice-président, c'est son fils. Et son beau-fils que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, peut-être 2 ou 3 mois. Jared, voilà. Je l'ai vu aussi là-bas. Mais toujours était-il que la première impression qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui est revenu et qui va travailler avec ses proches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forte complicité. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais c'est beaucoup évocateur quand on est aux États-Unis. Et beaucoup vont comprendre, ceux qui sont aux États-Unis vont comprendre de quoi je parle. Ici aux États-Unis, on évolue comment? Par communauté. On évolue par communauté. Soit par communauté raciale, soit par communauté corporatiste, soit par communauté économique. Ça veut dire qu'on a les mêmes intérêts économiques. Par exemple, nous on est à New York ici, on n'a rien à voir avec Wall Street. Mais quand tu vas à Wall Street, toi-même tu te demandes, mais il y a quoi ici? Tu ne vois rien. Mais ceux qui sont dedans là, eux voient le monde autrement. Par contre, quand tu viens, tu trouveras la communauté latino, la communauté africaine, la communauté indienne, la communauté blanche, etc., la communauté juive. Les gens évoluent par communauté. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai compris que là où il avait échoué, avec la communauté qu'il a créée autour de lui, il va tout faire pour essayer de se corriger sur ces aspects. C'est un homme qui va faire projeter son héritage dans la politique américaine, puisque c'est son fils, si je ne me trompe, qui est son vice-président. Ça veut dire quoi? Il sait qu'un être humain, on peut mourir à n'importe quel moment, mais il veut propulser son fils pour continuer sa politique. Et ça, Donald Trump a réussi quelque chose que beaucoup de politiciens n'ont pas compris. Quand on a vu des fils de politiciens qui n'ont jamais pu prospérer, mais lui, de son vivant, il arrive déjà à imposer, à faire prospérer son propre fils, c'est quand même aussi quelque chose, une force et une intelligence qu'il faut saluer en l'homme. En ce qui concerne l'élection elle-même, les démocrates ont perdu. Et je crois que Kamala a eu 47,5% et Donald Trump a eu 51%, quelque chose comme ça. Et donc, dans les votes populaires, ce qui beaucoup de personnes ne comprennent pas, aux États-Unis, oh pardon, on me dit que Vance n'est pas son fils. Ok, donc, correction de ma part. Ok. C'est qu'il y a le vote populaire et puis il y a les grands électeurs. Les votes populaires, c'est l'ensemble de tous ceux qui votent. C'est la population. Comme ce qu'on fait chez nous là. C'est ça qu'on appelle le vote populaire. Mais, à côté du vote populaire, il y a aussi les grands électeurs. Celui qui te dit qu'il peut t'expliquer le phénomène des grands électeurs, c'est comme s'il arrivait à t'expliquer comment Dieu a créé le monde. C'est très complexe. Mais lorsqu'on se base, par exemple, sur les grands électeurs, je parle en fonction des statistiques que j'ai en face de moi ici. Kamala Harris a eu 66 454 426 votants. Et Donald Trump a eu 71 390 207 votants. Donc dans le vote populaire, il a gagné. Et aussi, dans le vote des grands électeurs, il a aussi gagné. Puisqu'on a 224 contre 277.
Mais lorsqu'on en arrive aux analyses, qu'est-ce qu'on constate? On constate, quand tu prends la carte, on constate que Kamala Harris a gagné dans les deux extrêmes, c'est-à-dire la côte Est et la côte Ouest. Nous, ici, on est dans la côte Est des États-Unis. Les New York, les Virginie, les Maryland, New York, Connecticut, New Jersey, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, le Vermont, ou bien même encore même Maine, ou bien, en tout cas, tout ça, c'est la côte Est. Maintenant, la côte Ouest, tu vas retrouver la Californie, tu vas retrouver l'État de l'Oregon, tu vas retrouver l'État de Washington. Il y a deux Washington. Il y a Washington DC et puis il y a Washington Seattle. Je parle de Washington Seattle. Quand tu prends l'avion de New York pour aller à Washington Seattle, ça te fait 8 heures du temps. Une très belle ville propre, plus que New York en tout cas. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une cause historique. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut jamais renier l'histoire. Il y a une cause historique. C'est que les États-Unis même ont été bâtis sur l'esclavage. Les États-Unis ont été bâtis avec les bouts de fusil. Ne me demandez pas l'histoire des Indiens. Vous savez ce qui s'est passé. Et après donc la conquête, c'est l'esclavage même qui a bâti le nouveau monde qu'on appelle les Amériques. En tout cas les États-Unis. Sans oublier la guerre entre le Nord et le Sud. Quand vous vous basez sur ces trois facteurs, il y en a plusieurs, mais on va prendre trois, on constate que là où Donald Trump a gagné, c'est dans le centre des États-Unis. C'est-à-dire les États comme par exemple l'Idaho, comme le Montana, comme la Dakota du Nord, comme la Caroline du Sud, comme par exemple le Nebraska, comme l'Iowa, comme le Wisconsin, comme par exemple Indiana, comme Ohio, comme Pennsylvania, comme Kentucky, Tennessee. On va prendre par exemple d'autres États comme l'Arkansas, on va prendre l'Oklahoma, on va prendre le Texas, on va prendre la Louisiane, on va prendre le Mississippi, on va prendre Alabama, on va prendre la Georgie, on va prendre la Floride, on va prendre le Wyoming, on va prendre l'État de Utah. On aurait pu citer. Mais quand vous remarquez très bien, tout ça c'est le cœur, c'est le centre des États-Unis. Et c'était eux, les États esclavagistes. Parce que c'est eux qui sont à l'intérieur du pays et qui avaient besoin de la main-d'œuvre. Et surtout, quand on ne pouvait pas payer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les esclaves qui arrivaient à fuir partaient vers les extrêmes. Soit ils partaient vers les États comme la Virginie, comme le Maryland, comme le New Jersey, comme New York, comme New Hampshire, comme Maine, ou bien carrément à l'ouest, vers Washington, vers l'Oregon, vers Californie. Et donc, on a ressenti un vote racial. Ça, c'est la première analyse que je fais. Dans une analyse politique, on peut toujours se tromper. Et donc, on ne dit que ce qu'on ressent. Et donc, c'est subjectif. Et donc, il y a eu un vote qui a été basé sur la race. Et ce vote qui a été basé sur la race a une raison fondamentale. C'est l'Amérique paysanne, l'Amérique puritaine, l'Amérique qui tient à des valeurs, que ce soit religieuses ou morales, et en majorité blanche, qui s'est opposée à l'Amérique de la liberté exacerbée, que je vais appeler ici l'Amérique libertaire, l'Amérique des excès. Et je vais m'expliquer. Quand vous prenez les États que je viens de citer à l'extrême ouest et à l'extrême est des États-Unis, ce sont des grandes villes. Et dans ces grandes villes-là, vous ne retrouvez pas des paysans. Vous ne retrouvez pas des gens qui fonctionnent avec les modèles de la famille. Vous ne retrouvez pas des personnes
qui tiennent compte du mariage ou bien même de l'orientation sexuelle, ils ne sont pas durs là-dessus. Comme ceux qui sont dans le centre. Ceux qui sont dans le centre, vous allez retrouver, c'est eux qui travaillent avec la main. C'est eux qui sont dans les usines. C'est eux qui sont en contact avec leur famille. Et donc, ça fait que qui aimerait voir un Woubi dans sa famille? C'est un exemple que je prends. Et donc, dans ces endroits-là, la religion et la communauté est assez importante. Parce qu'il y a l'image que les autres vont percevoir si on se comporte différemment. Et donc, les gens vivent dans des communautés très serrées, surtout à base de la religion, ou bien même des idées basées sur la communauté, l'intérêt de la communauté. Alors que dans les extrêmes ouest, ce sont les business. Ce sont les, je vais appeler les activités commerciales. Et ce sont les activités liées à la haute finance. Donc, c'est le libéralisme à l'état exacerbé. Et ce même schéma économique est rentré dans le comportement humain, dans les États de l'Est et de l'Ouest. Les villes comme New York, etc. pour aller. Depuis un certain temps, on a vu les drogues sont légales. Aujourd'hui, quand tu arrives à New York, tu sens la drogue. C'est devenu comme l'air même de New York. L'homosexualité est devenue aujourd'hui tellement normale que même on va te dire LGBTQRXYZ. Chaque jour, il y a une nouvelle lettre qui s'ajoute. Et donc, pour simplifier l'équation, il y a une frustration. Il y a une très grande frustration face à une liberté trop exacerbée que je vais appeler ici une liberté libertaire et une Amérique qui se sentait menacée dans son image et dans sa culture la plus profonde. Et donc, le vote d'hier a été fait. Il y a eu un sursaut des communautés qui étaient les plus fortes en termes de valeurs morales, en termes de valeurs communautaires, contre ceux qui sont dans le débridement des valeurs morales. Ceux qui pensent que la liberté, c'est être capable de tout faire et de tout permettre. En tout cas, les gens leur ont fait comprendre que ça ne sera pas ainsi. Et donc, ça, c'est la première analyse que moi, je retiens. Et donc, ça nous ramène forcément sur la question du racisme, qui est aussi une raison fondamentale. On a vu ici les différents acharnements, pas acharnements, même si c'est vrai ou faux, mais on a vu ici comment Donald Trump a été traîné devant les tribunaux. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais nous sommes en train de faire des bilans sur base d'analyse intellectuelle. Les Blancs se sont un peu sentis frustrés, surtout pour quelqu'un qui a été président des États-Unis, le traiter comme un malpropre. La communauté blanche et ceux qui se reconnaissaient en lui se sont dit, si dans l'Amérique d'aujourd'hui, on peut traiter un blanc comme ça, et surtout qu'il a été président, ça veut dire que quelque chose ne tourne pas en rond. Ça veut dire que la société que nous avons créée, avec tous les sacrifices que nous avons faits, on est en train de perdre quelque chose. Et donc ce vote-là a été un moyen de réaffirmer la suprématie blanche pour dire non, 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 allons doucement. C'est nous, on a créé cette société-là. C'est nous, on a mis tous les mécanismes en place. On ne va pas accepter que ça nous échappe. Et donc, ça a été un vote sanction basé sur la race. Pour montrer que non, on peut permettre qu'on vive ensemble. On peut permettre. Mais c'est nous qui imposons le tempo. Nous les Blancs. Et donc, c'est pourquoi vous aurez vu, ils se sont levés et ils ont voté comme jamais. Il y a aussi une autre raison. C'est la mauvaise politique étrangère. Et l'une des explications rapides, c'est la guerre en Ukraine. Qu'on le veuille ou pas, c'est une guerre de procuration. Ça veut dire, c'est pas la petite Ukraine là qui est en train de résister en face de la Russie. Tout le monde sait. Et donc, on a constaté qu'il y a des milliards et des milliards qui partent en armement et en soutien. Mais quand tu ne gagnes pas une guerre, tu finis par tuer ta crédibilité.
Et la guerre en Ukraine n'a que trop tué la crédibilité des États-Unis. Ça finit par faire peur. Quand vous avez remarqué, il dit que je vais encore redonner à l'Amérique sa grandeur. Et donc, les Américains, à travers la guerre en Ukraine, se sont sentis d'abord dépossédés de leur dignité. Parce que quand tu mènes une guerre que tu ne gagnes pas, ça t'amène à te dire, mais finalement, ça remet en question ta puissance. Mais, il y a eu beaucoup de milliards de ceux qui payent les impôts. Et les gens se disent, mais nous on paye les impôts, mais on vit mal aujourd'hui. Quand on va dans les supermarchés, tout est cher, on ne comprend rien, alors qu'on prend des milliards qu'on donne à des gens. Les Américains ne peuvent pas comprendre et ne peuvent pas comprendre cela. Et surtout que les faits historiques sont là. Si je prends par exemple la guerre du Golfe, qui s'est tenue du 2 août 1990 au 28 février 1991, n'allez pas me dire que les États-Unis ont fait cette guerre-là gratuitement. Il y a beaucoup de pétrole qui ont circulé. Quand je prends la guerre d'Irak, qui s'est passée du 20 mars 2003 au 18 décembre 2011, ne me dites pas que le prix du pétrole avait baissé sur pratiquement 10 ans. Et vous comprenez de quoi je veux parler. Et donc, on ne mène pas une guerre pour simplement la gagner. Et les démocrates n'avaient pas compris ça. On mène toujours une guerre pour retirer un avantage économique ou bien pour retirer un crédit politique qui va vous faire grand, qui va vous imposer lorsque vous allez parler l'autre, vous allez soumettre l'autre. Je donne un troisième exemple. La Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont participé pour pouvoir propager la culture américaine en Europe et aussi leur culture politique. La guerre qui a été menée en Ukraine là-haut, ça a envoyé quel avantage? Et donc, cette frustration a été plus grandissante. Et ça me rappelle le livre « La guerre et la paix » de Léon Tolstoï. C'est un livre qui est un peu complexe, mais ceux qui veulent, vous pouvez lire. Mais ici, dans ce livre-là, Tolstoï nous dit comme ça que si vous voyez que les événements arrivent, et puis les gens sont là, ils disent « Ah, on ne comprend pas, c'est Dieu qui décide des événements. » Il dit « C'est parce que vous ne prêtez pas attention aux micro-changements. » Ça veut dire avant que quelque chose n'arrive là, il y a des petits événements qu'on appelle les micro-changements. Eux, ils interviennent. Mais c'est tellement petit que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Et c'est l'ensemble de ces petits événements-là qui deviennent des vrais événements, qui deviennent des grands événements, qui deviennent imprévisibles. Mais quand tu sais prêter attention à ces micro-changements, à ces petits détails, tu peux mettre les pièces ensemble et tu peux prévoir ce qui va arriver. Et donc, je mets tous ceux qui étaient des démocrates, je les mets au défi. Il n'y avait pas la confiance du côté démocrate en allant à ces élections. Il faut dire la vérité, il n'y avait pas la confiance. Il y avait plus de doutes, presque plus de 50%. Et ça, c'est parce qu'on n'avait pas prêté attention aux micro-changements. Est-ce que les gens, les Américains ont été écoutés réellement? Quand les Américains te disent aujourd'hui que nous n'arrivons pas à payer les choses dans les supermarchés, que nous n'arrivons pas aujourd'hui à nous sentir en sécurité avec la guerre qui se passe en Ukraine, quand aujourd'hui l'Américain rentre dans un supermarché et qu'il en ressort frustré, sachez que ce sont des petits événements qu'on peut expliquer pour dire non, c'est la vie qui est chère partout. Mais lui ne pardonne pas ça. Et c'est tout ça qui s'est traduit dans les urnes. Les gens n'ont pas voté parce que ils aiment Donald Trump, mais ils ont voté d'abord en se disant, mais qui va venir nous donner une réponse claire? Les démocrates n'étaient plus en capacité de répondre clairement aux questions. Et ça, c'est l'ensemble de ces micro-changements-là qui ont amené cet événement imprévu. Et donc, comme les conséquences, les chefs militaires qui sont là, Donald Trump va se débarrasser d'eux. Ça, il n'y a rien à faire. Le directeur de la CIA, il va se débarrasser de lui. Et il y a certains juges qui vont essayer de redéfinir leur carrière. Mais ça, ce sont les conséquences à venir. On ne va pas parler de ce qui n'a pas encore.
On est en train de parler de qu'est-ce qui a fait que Donald Trump a repris le pouvoir. C'est de cela qu'on est en train de parler. Et donc, il y a eu une mauvaise réponse aux questions économiques. Les démocrates patinaient, ne donnaient pas de solution concrète. Et donc là, c'était évident. Puisque l'Amérique, même quand tu regardes son fonctionnement, on n'appelle pas l'Amérique le nouveau monde pour rien. L'Amérique est le nouveau monde parce que chacun, c'est même écrit dans la Constitution, chacun vient chercher son bonheur. Et quand tu ne trouves plus ton bonheur, c'est que c'est ton malheur que tu vas avoir. Et les Américains ne jouent pas avec la question économique. Et les démocrates n'ont pas compris les signaux qui leur ont été lancés. Et ça créait des frustrations. Une autre raison, c'est la mauvaise politique d'immigration. Ne soyons pas hypocrites. Venez dans les rues de New York et venez voir la masse de personnes qui rentrent dans les villes. Et on nous dit de continuer à payer les impôts. On prend ces impôts-là pour nourrir ces personnes. Mais si tout le monde pouvait courir et rentrer aux États-Unis, comment se sentent ceux qui, sur des générations et des générations, ont lutté toute leur vie à respecter les lois et les règles pour entrer aux États-Unis? Et on voit des gens, la politique d'immigration qui devrait être ferme. Donald Trump l'a dit hier, ceux qui doivent rentrer rentreront. Mais ils vont rentrer par la voie légale. Je n'aime pas Donald Trump, je ne le supporte pas. Mais je suis en train de faire une analyse sans état d'âme pour expliquer pourquoi ce qu'on voit aujourd'hui qui nous étonne et qui nous fait mal à arriver là. Il faut partir à partir des micro-événements pour pouvoir comprendre. C'est ce que je suis en train de faire. Quand tu viens aujourd'hui dans les grandes villes des États-Unis, côté Est et Ouest, tu vois que c'est permissif. Des gens qu'on accepte en mettant même le système en danger. Mais finalement, les gens se sont dit, mais pourquoi nous on s'est tués à respecter, à travailler dur comme des animaux pour faire venir, pour rentrer ici dans ces pays-là? Parce que c'est un pays d'immigrants par définition. Et quand on est venu, on s'est tué pour faire notre regroupement familial. On s'est tué pour élever nos enfants. Mais on voit aujourd'hui, depuis que vous les démocrates, vous êtes arrivés, il y a une porosité des frontières. Les gens rentrent comme dans des bars. Et après, vous prenez l'argent de nos taxes. Vous leur redonnez ça. Et nous, on va dans les supermarchés. On n'arrive même pas à se payer un muffin. Donc là, cet exemple-là a réjailli sur tous les autres États. Les républicains ont dit aux gens, vous voyez ce qui arrive à New York là, non? Vous voyez ce qui arrive dans le New Jersey là. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Votez les démocrates. Vous allez voir qu'ils vont faire rentrer tous les étrangers et vos communautés là vont disparaître. Et le message a bien pris. Le message a bien pris. En toute sincérité, économiquement parlant, l'Amérique n'a jamais été aussi dure. Ça, peut-être, c'est personnel. Ça n'a jamais été aussi dur qu'aujourd'hui. Il y a eu des crises qu'on a vues ici. La crise de 2000, des subprimes et autres, en 2008, on a tout vu. Mais, dire que tu t'en vas au supermarché, tu prends même $200. Là où tu dépensais $30, tu peux dépenser aujourd'hui $100. Tu ne vois rien. Ça, là, que tu sois démocrate ou républicain, c'est des choses qu'on voit. Parce qu'en tant que père de famille, ça t'inquiète. Soit tu dois aller chercher notre boulot, ou bien tu te poses la question, qu'est-ce que demain va nous réserver si on continue à aller comme ça? Et l'une des raisons, pour passer rapidement sur cette question, c'était aussi, est-ce que l'Amérique était véritablement prête à mettre une femme à la tête d'un si grand pays que sont les États-Unis? C'est une question qui peut gêner, mais lorsqu'on la pose, et même quand on regarde, parmi les démocrates qui avaient voté Joe Biden, on a remarqué que cette fois-ci-là, il y a 47% de moins parmi les démocrates
qui n'ont pas voté démocrate. Simplement parce que ils ne sont pas prêts à accepter une femme. Et cette question-là, elle reste toujours à poser. Si on a vu un noir à la tête des États-Unis, est-ce que les Américains sont prêts à accepter une femme? Ce vote-là aussi nous a dit non. Et donc, il y a encore du combat et il y a du chemin à parcourir. Mais toujours est-il que lorsqu'on en revient au verdict, aujourd'hui, on va aller dans une nouvelle aventure et on va bien voir ce que ça va nous réserver. Et ainsi va le monde. Et on souhaite bonne chance à l'Amérique. Et on souhaite que la gestion soit profitable à tous ceux et toutes celles qui vivent ici et au monde entier. Quand on sait un Donald Trump très imprévisible, qui peut prendre des décisions aussi radicales qu'insensées, le monde entend de voir comment on va recoller les morceaux et puis évoluer. En ce qui concerne le premier sujet, il faut dire que vous avez donné des détails approfondis sur le sujet. Moi, ce que je veux ajouter, c'est juste quelques compléments d'information. Voilà, parce que vous savez, les États-Unis, c'est pas n'importe quel pays. C'est la première puissance mondiale. Lorsqu'il y a eu élection là-bas, les oreilles sont tendues dans les quatre coins du monde. Et on a bien vu que le résultat, il est tombé. Le verdict des urnes est tombé et c'est Donald Trump qui est le 47e président de la République. Moi, personnellement, il n'y a rien qui me surprend. Parce que si les uns et les autres se souviennent très bien, déjà en juillet, lorsque j'ai vu que Joe Biden s'était retiré de la course à la Maison-Blanche, j'avais déjà compris beaucoup de choses. De l'histoire de l'Amérique, vous remarquerez que très rarement, un président en exercice, à la fin de son premier mandat, renonce à un deuxième mandat. Ça, c'est très rare, ça. Et tel que vous aviez vu les choses, moi, au départ, on parlait du bilan de santé de Joe Biden, mais moi, je ne pensais pas que les gens allaient arriver jusqu'au bout pour lui dire qu'il faut qu'il se retire. Mais il y a eu des pressions, il s'est retiré. Et est-ce que concrètement, la question qu'il faut se poser, Kamala Harris était suffisamment outillée pour affronter le candidat républicain? Vous voyez, ça a été une surprise. Donc moi, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Moi, je ne suis pas surpris. Depuis le retrait de Joe Biden, moi, j'ai conclu que le système avait déjà tranché et qu'il était clair que Donald Trump allait revenir à la Maison-Blanche. Et c'est le constat aujourd'hui. Vous avez décrit certains éléments, c'est la réalité du terrain. Maintenant, la question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que les uns et les autres ont à s'inquiéter pour l'avenir? Moi, je réponds non. Vous n'avez même pas à vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. En 2016, lorsque Donald Trump arrive au pouvoir, on nous avait dit qu'il allait avoir le séisme, on nous avait dit qu'il allait avoir de la catastrophe, mais finalement, il n'y a rien eu. Entre 2016 et 2020, il a gouverné, il n'y a rien eu. De cette même manière, moi, je viens pour vous dire qu'au contraire, contrairement à ce que vous pensez, il y a de bonnes nouvelles à l'horizon. Donald Trump, il peut avoir son comportement, ce n'est pas un homme qui est parfait, il a des décisions radicales, il a des prises de position qui changent de façon virale, c'est certes vrai, mais je vous dis, il y a un système qui est derrière lui, il y a un système qui l'a soutenu, et c'est ce système qui a fait de lui le 47e président des États-Unis d'Amérique. Quand tu es président de la République des États-Unis, tu ne fais pas ce que tu veux. Dans le monde, là,
Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui va vous dire qu'il se lève, il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. C'est faux, il n'y en a pas. Il y a un système qui le contrôle. Et je vous dis, sur le plan financier et sur le plan de la technologie, regardez attentivement. En 2025 et 2030, il y aura des changements dans le monde, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la finance. Et ces changements-là viennent pour résoudre des problèmes que nous rencontrons depuis plusieurs années. Donc, vous n'avez même pas à vous inquiéter. Maintenant, lorsque je vais faire le parallèle avec ce qui se passe chez nous, bon, malheureusement, je vois des gens qui osent dire que Gbagbo, il a la même vision que Donald Trump et que bon, voilà. Mais très honnêtement, est-ce que quand on est lucide en politique, même si on peut traiter Trump de fou, est-ce que quand on est lucide, on peut comparer un individu complètement fini comme Laurent Gbagbo à Donald Trump? Est-ce que c'est raisonnable? Il ne faut pas. Donc, je peux même, Donald Trump ne sait même pas même qui on appelle Laurent Gbagbo. Ça peut vous surprendre. Il ne sait même pas. Quand je dis il ne sait même pas, ça veut dire qu'il ignore définitivement l'individu jusqu'à la fin des temps. Il ne sait même pas non plus même qui est Tidjane Thiam. Il ne sait pas. C'est pour vous dire que ce n'est pas son problème en fait. Donc ceux qui sont des opposants qui peut-être sont contents, ça c'est leur problème. Mais son arrivée au pouvoir n'impactera outre mesure dans le sens négatif la politique ivoirienne. Non, ce ne sera pas le cas. Bien au contraire, les choses iront dans le bon sens. En 2016 et 2020, Donald Trump était là, Ouattara était au pouvoir. Voilà. Donc vous n'avez même pas à vous inquiéter. Mieux, en 2020, lorsqu'on bavardait dans tous les sens, là, ce n'est pas les États-Unis qui étaient contre la Côte d'Ivoire. Non, c'est plutôt la France de Macron qui, en complicité avec Tidjane Thiam et autres, essayait de créer des problèmes au président Ouattara et à la Côte d'Ivoire. Heureusement, ils ont échoué lamentablement. Donc l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle. Les Africains n'ont pas à s'inquiéter. Le monde entier n'a pas à s'inquiéter. Parce que moi, je vous dis, ce dont je vous parle en connaissance de cause. Je ne vais pas donner les détails, mais je vous dis, sur le plan de la finance et de la technologie, il y a les bonnes nouvelles à l'horizon en 2025 et 2030. Donc ne vous inquiétez pas sur ce niveau-là. Merci beaucoup, le concurrent. Merci infiniment. Et effectivement, vous avez dit quelque chose. Les gens font de la fixation sans comprendre certaines choses. Quand tu vois le fonctionnement du monde, Trump, la dernière fois qu'il a parlé de l'Afrique, il a dit « These countries are shitty countries ». Il a dit « Ces pays sont des pays de merde ». Voilà ce qu'il pense de vous. Vous ne comptez tellement pas. C'est si l'Afrique même est un pays de merde, pour lui, ce n'est pas un opposant perdu qui est quelqu'un pour lui. L'Afrique est un détail, je dirais même plus que secondaire même dans le problème des États-Unis. Et donc, ça n'a aucun impact. Ces élections-là, chers Africains, n'ayez pas peur. Toute personne qui est élue, surtout aux États-Unis, là, même où tu dois dormir, ce n'est pas toi-même qui décide. Ce que tu dois manger, ce n'est pas toi-même qui décide. Tu ne peux même pas payer un téléphone personnel. Tu ne peux même pas payer un téléphone personnel pour appeler. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Voilà, ils ne comprennent pas. Celui qu'on élit là, c'est un système qui dit on veut un certain changement, donc on met telle personne. C'est tout. C'est ça une élection. Les élections en réalité, ce n'est pas ce que vous voyez aller dans les urnes. Mais bon, quand on va vous dire ça, on va vous décourager. Mais pourquoi on va voter? Parce qu'on veut vous donner une certaine impression. Allez lire Simone Veil. Mais tout s'en laisse. C'est pour vous dire, surtout dans les grandes nations, eux, ils ont tellement réussi le jeu qu'ils vous font du mesmérisme. C'est-à-dire qu'on donne l'impression que le peuple lui-même, il est important. On a voté, on a fait ça. Sinon, Hillary a gagné 3 millions de plus que Donald Trump, mais elle a perdu les élections. Donc, oui, ça, c'était dans le vote populaire. Voilà. Donc, même les votes populaires ne font pas gagner. Donc, vous voyez combien de fois... Parce qu'il y a des zones d'intérêt qu'on appelle les grands électeurs.
C'est eux qui décident, c'est eux qui ont le pouvoir financier, c'est eux qui ont le pouvoir économique, c'est eux qui ont le pouvoir intellectuel. C'est ceux-là qui s'asseyent sur la base des objectifs que l'Amérique ou même le monde doit atteindre. Je dis bien le monde doit atteindre. Et c'est ce que Hegel appelait les grands de ce monde. C'est ceux qui ont la capacité de maîtriser les événements de ce monde-là. Je vous ai parlé d'un certain Léon Tolstoï. Lui dit que les événements, lui il est un peu fataliste. Alors que Hegel est pragmatique. Hegel dit non, les grands de ce monde-là peuvent analyser, anticiper sur les faits de ce monde. Et effectivement, ces grands existent. Ce sont les cercles universitaires. Ce sont les pouvoirs de la finance internationale. Ce sont les grands groupes, même souvent religieux, pour ceux qui me comprendraient. Donc ceux-là décident de donner un cheminement au monde. Et on regarde qui sont ceux qui peuvent faire notre travail. Est-ce que Kamala Harris peut taper du poing devant Donald Trump? Pardon, devant, comment on appelle, Vladimir Poutine? Le rapport serait un peu faussé. Surtout que Vladimir est un machiste, un macho. Mais quand il va retrouver un autre fou en face de lui, on dit que les fous, quand ils sont dans l'asile, il y a un qui arrive à soigner les autres. En tout cas, il y a un fou qui va soigner un autre. Et donc, souvent, ce n'est pas mauvais de mettre deux fous dans une même maison. Quels que soient les événements qui se passent dans le monde, les événements auront toujours un intérêt. C'est qu'on doit évoluer. Et comme tu l'as dit, les gens sont peut-être un peu sceptiques, ils ont peur. Mais même si tu as peur là, la vie va continuer. C'est clair. Et donc, comme dit Spinoza, personne ne peut empêcher le conatus. Et donc, la vie va s'imposer. Et Donald Trump, il y a une chose qui est d'être ce qu'on veut pour avoir le pouvoir, mais il y a une chose, une fois que tu es dedans, tu n'es plus toi-même parce que tu es contrôlé. Il sera contrôlé, ça c'est clair. Et donc, n'ayez pas autant peur que certains. Le monde ne va pas se bouleverser. Et c'est aussi mieux qu'on le dise dès maintenant, pour ne pas que les gens mettent la main sur la tête. Et souvent, c'est bizarre, hein. Moi, par exemple, sur le plan économique, j'aime les républicains parce que je suis sûr que l'économie va aller mieux. Et alors, moi, je suis en Amérique. Si la vie va mieux pour moi, ça aura des retombées sur mes parents en Afrique. Et donc, là, sur ce côté, est-ce qu'il faut me plaindre? Parce que l'expérience est là aussi. Quand Donald Trump était là, on a eu l'argent. Peut-être que les gens ne voudront pas le dire, mais on a eu l'argent. Mais si la même chose doit se répéter, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Moi, je suis content. Il va venir balayer un peu le woubi. La drogue et autres, il va balayer ça. Mais on va aussi on sera confronté au racisme. Mais la vie est comme ça. On ne peut pas tout obtenir. Quand tu obtiens quelque chose, tu perds aussi quelque chose. On est conscient de tous ces facteurs-là. Et la vie continuera. Ça, c'est au moins une évidence. Et vraiment, merci de signaler ces facteurs-là pour ne pas que les gens aient peur et puis commencent à trembler sur eux-mêmes. Non, les choses iront pour le mieux. C'est ce que je voulais ajouter. Okay. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Vraiment, merci à vous. On vous souhaite une excellente soirée et tout le meilleur à vous-même et à la famille. Ouais, merci. Et bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Bonsoir, cher professeur. Je vais très bien, toi. It didn't turn out to be the way we wanted it. No, you told me and I knew it. Tu as dit, oh. Je savais. Tu as dit ça depuis. Il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, et tu as dit ça là. Mais je refusais seulement. Je dis non, je veux voir la femme dans l'histoire. Je veux la voir dans l'histoire. For real. And she did good, though. Il faut qu'on se dise la vérité. Toi, moi, no, she did good. But she did try the best she could, so we can't blame her for that. She did the best. True, she did what she can do, for real. She did really good. Et donc, but the country is not ready for women yet. No, that's out of the question. We still have to Ils wait. sont pas prêts. We still have to wait. And they made a lot of mistakes too, you know. Ils ont fait beaucoup d'erreurs à la fin de l'élection. Ils ont fait des erreurs. La rentrée même des immigrés en désordre là, et puis la guerre. Il y a trop de trucs qui sont entrés en jeu contre eux, franchement. Et puis Trump, il est tellement, il est so smart, il a utilisé ça contre eux. Oui.
Voilà l'inflation, il a utilisé l'inflation contre eux. Alors l'inflation a été due à quoi? C'est le corona qui a envoyé ça. Mais, mon cher, Dieu a fait ce qu'il fait. Ce que je disais hier, j'ai dit, c'est nous on parle, mais Dieu a déjà son plan. Et moi, il y a une chose que j'aime dans ce monsieur-là, ça fait le Whoopi qui n'aime pas là. Et je l'adore pour ça. Ce côté-là seulement là, je l'adore pour ça. Mais le petit côté des racismes là, vraiment que Dieu nous protège tous et que Dieu vraiment mette de l'eau dans son vin pour qu'il puisse, aller doucement avec ça. Et puis le clair, comme toi aussi, j'avais pensé que Vance c'était son fils. Hein. Believe me, à tort, j'ai cru ça. Tellement ce monsieur-là est très proche d'eux. Il est très... Parce que c'est l'ami à son fils, au fait. Ce monsieur est très ami à son fils. Donc, s'il ne fait pas attention, moi-même, je pensais que c'était son fils. Si on n'avait pas dit, si tu n'avais pas dit tout à l'heure que non, on dit que ce n'est pas son fils. Non, c'est quelqu'un même qui m'a corrigé parce que moi, je pensais aussi la même chose. Oui, moi, je pensais tellement que c'était son fils. J'ai dit, le monsieur est en train de préparer son derrière. Mais c'est pas faux. Le jeune n'a que 39 ans, l'éclaireur. Il est en train de préparer la nouvelle, sa génération qui va prendre ses vidéos pour continuer la lutte. Parce que ce que je n'avais même pas voulu approfondir, c'est qu'on risque d'avoir bizarrement un third party qui va sortir des républicains. Si on continue sur cette lancée-là, ça veut dire, malheureusement, l'Amérique du Ku Klux Klan et vraiment des racistes va s'affirmer, va s'incarner. It's true. Et là, les démocrates, pardon, les républicains qui sont des puritains politiques ne voudront pas assumer cette réalité-là. Mais l'effet Trump va, si ça continue, on risque d'avoir un troisième parti. Mais une chose intéressante qu'il faut retenir, si Trump avait perdu les élections, il ne les aurait pas acceptées. Mais le fait que Kamala Harris, depuis hier à minuit, elle a déjà accepté les résultats, c'est déjà très bon. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre les imposteurs et les dictateurs. Ça veut dire qu'il y a une Amérique qui est pour la démocratie et une Amérique qui est pour la contestation. Et ça, ce sont des choses qu'il faut signaler aux uns aux autres. Et on verra bien. Osons espérer que l'Amérique finira par triompher, c'est-à-dire la liberté de l'homme. C'est pour cela que nous sommes en Amérique. La liberté. Et c'est important pour nous. C'est le plus important, oui, ça c'est le plus important et c'est ce que nous demandions toujours. C'est pourquoi quand je vois des gens s'exciter comme ça, ils pensent que l'Amérique là c'est comme vous, quoi, vous les Africains là. Eux ne comprennent rien. Eux là ici, là. Ils ne comprennent rien. Eux là ici, là, ils sont très structurés. Vous l'avez vu, ils ont fait ça là tranquille, il n'y a même pas eu de problème. Et on n'a pas entendu un mort quelque part, on n'a pas entendu lui là tué, lui là. Mais nous en Afrique là, c'est de ça là que nous on vous parle là. Vous qui avez suivi les élections aux États-Unis, là, vous avez vu comment ça s'est passé. Tranquillo, on n'a pas entendu comme ça, les gens étaient tranquilles chez eux. Personne n'a eu peur de faire quoi que ce soit. Mais quand c'est vous là, vous qui n'avez rien à porter à la Côte d'Ivoire là, c'est vous là qui voulez qu'il faut que le sang baisse, c'est elle la force, c'est elle comme ça, c'est dans les urnes ça se passe. C'est dans les urnes ça se passe. RHDP, militant RHDP, c'est quoi on vous dit? Allez-y vous enrôler. La nouvelle génération, allez-y vous enrôler. C'est là-bas on va faire un coup et puis il n'y a plus de problème dedans. Oui, c'est ce qu'il faut. Vous avez vu comment les gens là font les trucs, mais nous les sauvages, vous voyez comment ce monsieur-là même il nous traite. Il s'en fout de nous. Hein. Si vous pensez que trop attendez tout, vous perdez votre temps. Lui il a autre chose dans la tête. Oui, ce monsieur il a autre chose dans sa tête. Hein. Si vous n'êtes pas en train de sauter partout là, on vous dit Côte d'Ivoire là, sans brille, paix là, on va envoyer en Côte d'Ivoire, puis justice ça va se passer aussi. Oui, c'est parce que la Côte d'Ivoire mais ça amuse vous, c'est quoi aujourd'hui? Voilà des populations qui sortent là-bas pour dire pourquoi Damana Pika sont sortis là-bas. Hey, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir là qui joue avec vous. Voilà, les gens même qui ne sont même pas légaux dans leur pays là, ces poutistes là, ils arrivent à gérer leur opposition. Mais c'est parce que chez vous, on joue avec vous en Côte d'Ivoire, c'est pas vous continuer à faire du n'importe quoi. Normalement, tu fais des erreurs, tu dois aller devant la justice. C'est clair. Si tu as appelé devant la justice, tu dois le répondre. Et si tu as condamné, tu as condamné. Parce qu'il faut que la mentalité la change en Côte d'Ivoire. Il faut que la mentalité la change pour que quand les élections viennent là, nos parents n'ont qu'à rester tranquilles. Vous là, quand les élections viennent, vous voulez tuer les gens avant les élections là. Non, on ne veut plus ça. Vous avez vu comment les États-Unis ont fait les trucs hier, tranquillement. Et puis tout le monde a accepté, puis c'est fini, on avance.
L'éclairage, je m'arrête là pour ne pas prendre tout le temps. Comme je sais, le frère Amara arrive. Donc, je vais laisser la place. Vraiment, merci là-bas. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans ça. Même moi, le frère m'a dit, il dit que j'ai pensé à toi. Donc, vraiment, merci à toi, cher professeur. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que nous, on demande, c'est la tranquillité et la paix dans ce pays pour que nous aussi, on puisse gagner notre paix. Parce que c'est à cause de ça on est ici aussi. Sinon, on fait quoi ici? On est parti chez nous. Voilà, c'est à cause de ça on est là. Donc, vraiment, on prie pour le pays et que Dieu, vraiment, ait la main sur tous ceux qui vont diriger ce pays-là pour qu'il nous donne la tranquillité et la paix. Merci les frères. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Que Dieu, effectivement, protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et tout le monde entier. Et restons positifs, c'est le plus important. Et la vie continuera, quels que soient les déboires et les bonheurs. La vie, elle continuera. Et c'est ça, la magie même de la vie. Continuons à vivre et continuons toujours à espérer ce qui est positif. C'est vraiment très important. En face de tout événement, il ne faut jamais baisser les bras. Et ça, c'est une force. Et merci à vous. Excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à toi de même et bonne soirée à tous. Merci beaucoup.